Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La guerre des bandes les prive de lycée. Dans un précédent podcast, le 25 septembre, on vous parlait d'adolescents contraints de changer d'établissement pour échapper au règlement de compte. Depuis, ces rivalités ont fait plusieurs morts en région parisienne. Il y a notamment Oliver Tony, 17 ans, lynché et jeté dans l'eau dans le canal de l'Ourcq, près de Paris. C'était dans la nuit du 6 au 7 novembre. Ou encore Kevin Yilmaz, 15 ans, poignardé à mort au Lilas le 4 octobre. Dans ces deux affaires, des suspects ont été arrêtés et mis en examen et les proches des victimes se mobilisent aujourd'hui, témoignent pour essayer de mettre un terme à ce fléau. Claudia Prolongeau a rencontré la sœur et une amie de Kevin Yilmaz pour qu'elle nous raconte qui il était. C'est un samedi, il est 13h. Kevin est mort il y a 40 jours. Pour lui rendre hommage, sa famille et ses amis ont organisé un repas dans le préau d'une école du Pré Saint-Gervais. Sur des tables sont disposées des nappes en papier blanc et le couvert est dressé pour une centaine de personnes. 2 cafés les filles. Il y a des choses que je garde ici, alors à côté de moi, ouais, on ne sait jamais, n'est-ce pas? Tiens madame la journaliste, du café. Vous voulez du sucre avec? Contrairement à ce que j'imaginais, le tableau est loin d'être austère. Vous êtes qui, vous, par rapport à Kevin? On est ses voisins et amis en même temps. Donc c'est comme si c'était un peu notre famille. On est proches, on est là, on les assiste, on aide comme on peut. Moi personnellement, je ne sais pas si ça va durer encore toute l'après-midi, mais je vais rester jusqu'à la fin et on va aider, on va nettoyer. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est ce gâteau? Ça s'appelle halva, c'est kurde. Ça, on le fait à base de farine et d'huile ou de beurre, avec du sucre aussi. Traditionnellement, en fait, c'est fait à la suite d'un mort. Donc là, on en distribue à toute la salle. Et le mieux, c'est que tout le monde en mange. Voilà. On me présente une jeune femme avec de grands yeux bruns et un t-shirt blanc sur lequel est imprimée une photo de Kevin et sa date de naissance, 18 juin 2004. Depuis que je suis arrivée, je la vois faire le tour de la salle pour saluer les invités, recharger les tables en pain et en eau, vérifier que personne ne manque de rien. Elle sourit, remercie, embrasse, ne flanche jamais. Je suis loin de me douter que c'est une très proche de Kevin. Berfine a 21 ans, elle étudie les ressources humaines en alternance. C'est sa grande sœur et la deuxième d'une fratrie de 6 enfants. Il y a mon grand frère, Mazdoum, qui est lui marié. Ensuite, il y a moi, il y a Kevin, il y a ma petite sœur Avesta, qui a 13 ans. Il y a mon petit frère Jian, qui a 12 ans. Mon petit frère Arjin, qui a 11 ans. Et la petite dernière, qui a 2 ans, Havin. Kevin, il adorait le rap. Après, il a écouté toute la génération nouvelle, donc RK, Kobalade, des choses de ce style en fait. Physiquement, alors il est beaucoup plus grand que moi, donc des fois dans la rue on pensait que c'était moi la petite sœur et lui le grand frère. Il avait 15 ans, il en faisait 20, avec une jolie barbe, les cheveux longs, il se faisait des petites couettes de temps en temps. Toujours le sourire. Même quand il était triste en fait, c'est comme si la forme du sourire, elle était tracée sur ses lèvres en fait. Et il avait des petits yeux un peu bridés. Mais franchement, je dis pas ça parce que c'est mon frère, mais il était vraiment beau. Franchement, c'était un garçon simple, avec une gentillesse, un respect et un amour pour le foot surtout énorme. Il soutenait le PSG. Après, il connaissait vraiment tous les clubs avec les joueurs, les numéros de joueurs, il connaissait tout par cœur. C'était vraiment son point fort. Et je sais pas si on m'a dit, mais du coup, il avait signé au Red Star, qui est une équipe qui est en Ligue 2. Et en fait, il avait commencé ses entraînements et ses matchs en août 2019. Et il avait joué quelques fois avec eux. Ils avaient demandé qu'ils reviennent en avril 2020. Malheureusement, ça c'est pas fait. En général, on va presque à tous ces matchs. Comme c'est le week-end, on travaille pas. Donc avec mon père, on y va souvent. Que ce soit en déplacement ou à la maison, on y va souvent. Et je pense que c'était un gros point pour lui parce que je pense que pour un enfant, avoir le soutien de sa famille, c'est vraiment énorme. Et je crois que c'est ça qui lui a donné un peu de force à évoluer. Parce qu'en fait, au début, mon frère, il a commencé en tant que gardien. Il n'était pas si doué que ça. Et c'est au fur et à mesure, il a amélioré son jeu. Et avoir le soutien de sa famille, le soutien de ses entraîneurs, je pense que ça lui a beaucoup apporté. Et voilà, franchement, il se réveillait, il avait le ballon. Il dormait, il avait le ballon. Il mangeait, il avait le ballon. Pour lui, il avait que ça, en fait. C'était vraiment que ça.
Et il avait réussi à atteindre un petit bout de son objectif, mais malheureusement, on lui a pris la vie avant. Cet été, j'ai passé beaucoup de temps avec mon frère, parce que du coup, il est rentré plus tôt de vacances par rapport au foot. Moi, j'étais pas partie, donc on était tous les deux sur Paris. Je pourrais vous parler de la dernière soirée qu'on a passée ensemble. Le 30 septembre, on était sortis donc, entre frères et sœurs. On était partis manger dehors. Et cette soirée, franchement, c'était une de nos meilleures soirées entre frères et sœurs. Et je me rappelle encore là, j'ai encore les images de comment il mangeait son hamburger avec les fourchettes. Il n'arrivait pas à manger. Et on est rentrés, on a mis de la musique, on dansait. En fait, c'était que de la bonne humeur. Il y avait une ambiance festive. Et franchement, je me dis heureusement que cette soirée, elle a eu lieu. On est une famille nombreuse. On est tout le temps vraiment une famille soudée. Et on passait beaucoup de moments en famille. Vraiment beaucoup. Franchement, mes parents, ils faisaient tout en fait pour justement le bonheur de leurs enfants. Donc beaucoup de voyages, beaucoup de vacances. On était vraiment une famille heureuse et soudée. Maintenant, on l'est encore plus, mais on est moins heureux. Dans l'islam, le 40e jour suivant le décès est particulièrement important. C'est ce jour-là que l'âme de Kévi quitte sa tombe pour rejoindre le paradis. Après la fin du repas et avant qu'on ressorte les gâteaux, 2 imams viennent accompagner les prières. On le connaissait comme notre frère, comme notre fils à la maison, mais son comportement extérieur, en fait, on l'a connu au fur et à mesure que les gens nous l'ont décrit en fait. Il y a des choses que même nous on savait pas qu'il faisait pour les gens, donc par exemple aider les courses pour une dame âgée, des choses comme ça, on savait même pas. On l'a appris au fur et à mesure que les gens venaient à la maison suite à son décès. Tout le monde nous disait ton fils il m'a fait ça, ton fils il était comme ça, et c'est au fur et à mesure qu'on s'est rendu compte qu'en fait même si à la maison il en faisait qu'un peu qu'à sa tête, en fait à l'extérieur aux yeux des autres c'était vraiment quelqu'un de, j'ai envie de dire que tout le monde voudrait avoir dans son entourage en fait, c'était clairement ça. Et il y a eu des milliers de personnes qui sont venues, du plus petit au plus grand. Et je dis pas ça parce que c'est mon frère, mais je pense que vous pouvez le voir avec tout ce que les gens disent. Il n'y a pas une personne qui nous a dit du mauvais en fait. C'est ça qui me fait plus mal au cœur, c'est de voir qu'il est tant aimé, qu'il a fait tant de bonnes choses et qu'aujourd'hui il est plus parmi nous en fait. Et je pense que la phrase « les meilleurs partent en premier », c'est là que je me suis rendu compte qu'elle est vraiment réelle en fait. Le vendredi 4 octobre, Kévi a fini les cours plus tôt comme c'était le cas pour lui habituellement ce jour-là. Il avait rejoint ses copains au stade municipal des Lilas, dans la commune voisine, où un cours de PS avait lieu. Et c'est là, sans que personne ne sache exactement pourquoi, qu'il a été poignardé par 3 adolescents du même âge que lui, qui sortaient du cours. C'était un vendredi, donc moi je travaillais ce jour-là. Je suis partie au travail comme d'habitude, sans me soucier de ce qui allait se passer. J'étais à la cantine avec mes collègues, on était en train de manger, et je reçois un appel de Najwa, qui est proche de notre famille. Et elle me dit, il y a quelque chose qui passe aux infos, comme quoi un jeune est blessé. Sa fille lui dit que c'est mon frère. Je lui dis, ça se peut pas, il est à l'école, enfin, j'y croyais pas en fait. Donc je lui raccroche et j'appelle mon frère. Il répond pas. Je l'appelle, ça sonne, il répond pas, je lui envoie des messages. J'appelle des amis pour demander qu'ils appellent mon frère. Enfin, j'appelle tout le monde en fait sans savoir vraiment ce que je vais dire à la personne qui va me répondre. Et en attendant, du coup, je me précipite pour rentrer. Dans le métro, j'appelle le commissariat de police, j'appelle les écoles, j'appelle les hôpitaux. J'étais dans un état où, aujourd'hui, quand je vous en parle, j'en tremble encore. Et j'étais pas encore arrivée. J'appelle mon frère pour lui demander s'ils sont encore au commissariat pour que j'aille le rejoindre justement. Parce qu'on voulait pas nous dire à quel hôpital il était. On ne disait pas parce qu'il n'est pas parti à l'hôpital en fait. Il est mort sur le coup. C'est quand j'appelle mon frère pour lui demander s'ils sont encore au commissariat, j'arrive à Porte des Lilas et il me dit ça sert à rien d'y aller, viens à la maison, et je comprends que c'est trop tard en fait. J'arrive chez moi, je tombe déjà dans le métro, je tombe, je pleure, je crie, je voyais même plus ce qu'il y avait autour de moi, les gens et tout, je voyais plus. Et une fois que j'arrive chez moi, je vois les pompiers descendre. Je me dis mais pourquoi vous descendez les mains vides, enfin, il est où mon frère? Je monte, je vois la commissaire, je lui dis mais pourquoi vous partez, il est où mon frère? Je lui pose la même question. Et j'étais tellement énervée que je la secouais un peu limite. Je suis tombée par terre et je dis non, je rentre pas dans cette maison si mon frère il est pas là. C'est mon père qui a dû venir me chercher de force en fait pour me faire rentrer chez moi, sinon je voulais pas rentrer. Le 13 octobre, une marche blanche pour Kévi a réuni plus de 1000 personnes. Dans le silence,
Le cortège est parti du Pré Saint-Gervais pour rejoindre le stade des Lilas, là où l'adolescent a été tué. Jusqu'à la marche, j'avais toujours pas réalisé que... Voilà. Pourtant, on avait vu le corps entre-temps et je réalisais pas. Pour moi, il dormait, pour moi, il allait revenir. Et même aujourd'hui, je vous en parle, mais je réalise pas forcément. Je réalise pas forcément. Franchement, on était contents de voir que autant de monde nous soutienne. Mais pour le moment, voilà, il n'y a aucun changement, à part le fait qu'il y a eu des choses organisées en son hommage. Mais au niveau de la sécurité des écoles pour les autres élèves ou des choses comme ça, franchement, pour le moment, j'ai rien vu encore. J'espère que ça va être fait, j'espère que ce genre de drame ne va plus arriver. Mais pour le moment, on est encore dans l'attente de voir ce changement, justement. Selon la légende urbaine, la rivalité entre les Lilas et le Pré Saint-Gervais aurait commencé par une histoire de casquette volée en 1997. Mais personne n'en est certain. Ça sort d'une histoire qui remonte à très longtemps, qui au fur et à mesure, il y a un côté qui s'est dit je vais me venger parce qu'un tel a tué un tel. Donc après la personne se venge parce que l'autre personne s'est vengée de la personne. Enfin en fait c'est que vengeance sur vengeance, représailles sur représailles. Je crois que même les gens qui sont dans ces embrouilles-là, vous allez les voir, vous leur dites pourquoi vous faites cette guerre. Ils ne sauront pas vous répondre. Ils vont juste vous dire parce qu'ils n'habitent pas dans notre ville. Eux-mêmes, ils n'ont pas de réelle cause en fait de cette guerre. Alors que le repas se termine, je rencontre Cilia, une amie de Kevin qui a 15 ans elle aussi. Depuis un mois, elle a fondé et est devenue coprésidente de l'association Pas de la même ville et alors. Avec d'autres adolescents de son âge, ils envisagent de faire de la médiation et d'aller parler dans des classes pour endiguer cette violence devenue leur quotidien. J'étais une amie à Kevin, une bonne amie à Kevin. Voire même meilleure amie, ouais. Et vous comprenez toujours pas ce qui s'est passé? Non. Je sais juste que voilà, c'était une bagarre, quoi. Et ça a dérivé en assassinat. C'était un gentil garçon. Je traînais tout le temps avec lui. Ça veut dire que je sais c'était qui. Genre, c'était pas le genre de personne à chercher la merde, tout ça. Il était pas comme ça. Un an avant la mort de Kevin, presque jour pour jour, c'était le 13 octobre 2018, Aboubacar, un collégien de 13 ans, avait lui aussi perdu la vie dans une rixe. Des jeunes des Lilas, de Bagnolet, du Pré Saint-Gervais et de Romainville s'étaient affrontés avec des bâtons, des barres de fer et un pistolet de paintball. On a décidé de créer cette association. Déjà, on devait la créer l'année dernière. Et au final, on ne l'a pas fait. Je ne sais pas pourquoi on a abandonné. Aboubacar aussi, on était grave proche de lui. Et là, cette année, on a décidé de la faire. Et là, on l'a montée. Vous avez 15 ans et vous avez 2 amis déjà qui sont morts, tués par d'autres jeunes de votre âge. Oui. Clairement, je dis pas que notre association, en gros, va arrêter toutes ces embrouilles, etc. Mais j'aimerais parce que, l'année prochaine, au mois d'octobre, j'ai pas envie d'entendre qu'un autre meilleur pote à moi décède pour X ou Y raison. Après Aboubacar, il n'y a rien qui a changé. Et après mon frère, on est toujours en attente, or que ça fait déjà plus d'un mois. Combien de jeunes on va encore enterrer avant que tout ça change, en fait? Ce qu'on peut faire, c'est juste ne surtout pas l'oublier et qu'on peut juste continuer notre vie, en fait. Après, c'est sûr qu'on va se battre pour que la justice soit faite. J'espère que justement, vraiment, tout va être mis en place pour que la sécurité soit renforcée. Mais clairement, là, comme je dis, comme je réalise pas forcément la chose, moi, je sais pas comment faire, quoi faire. Donc j'y pas pensé. Je sais juste qu'il faut que je reste forte pour ma famille, pour mon frère, parce que je sais que s'il aurait été là, il m'aurait dit de rester forte. Claudia, est-ce qu'on saura un jour ce qui est arrivé à Kevin ? Peut-être, l'enquête n'est pas terminée et c'est elle qui doit le déterminer, mais pour les enquêteurs, il est évident que cette agression a bien eu lieu dans un contexte de rivalité locale, comme on le disait dans le reportage. Et aujourd'hui, il y a 3 adolescents de 14 et 15 ans qui ont été mis en examen pour assassinat en bande organisée. Quelles ont été les réactions dans le lycée où Kevin était scolarisé ? Les enseignants ont exercé un droit de retrait et aujourd'hui, les enseignants du collège Marie Curie et du lycée Paul Robert, où était scolarisé Kevin, ont demandé le classement de leur établissement en réseau d'éducation prioritaire qu'on appelle REP. Et Jean-Michel Blanquer, qui a déjà réagi plusieurs fois sur le sujet, n'a pas répondu pour un éventuel classement en REP. En revanche, il a dit qu'il était tout à fait envisageable que le secteur soit classé en zone prévention violence. Les enseignants doivent rencontrer le ministre de l'Éducation nationale bientôt et donc on devrait en savoir plus dans les prochains jours. Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Production Clara Garnier-Amouroux.
réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles chaque soir à 18h sur leparisien.fr, toutes les applis de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et vous pouvez nous écrire codesource@leparisien.fr.